Bienvenue ou bon retour et merci d'être ici. Je m'appelle Cassie et voici A Wicked World. Avant de lancer la vidéo, je voulais évoquer brièvement notre sponsor du jour, Hypnosio. Avez-vous du mal à gérer le grignotage lié au stress? C'est mon cas. Et avec les récentes fêtes, les choses n'ont fait qu'empirer. Cependant, j'ai récemment commencé à utiliser Hypnosio, qui est une application révolutionnaire d'auto-hypnothérapie. Elle vise à transformer votre parcours de perte de poids en s'attaquant aux causes profondes des difficultés liées à la gestion du poids. Contrairement aux méthodes traditionnelles de perte de poids, qui se concentrent uniquement sur le régime et l'exercice, Hypnosio exploite la puissance de votre esprit subconscient pour créer des changements comportementaux durables. Grâce à des séances d'hypnothérapie guidée, l'application vous aide à identifier et à vous défaire des schémas qui peuvent vous freiner, tout en développant une relation plus saine entre votre corps et la nourriture. Hypnosio peut s'adapter à l'emploi du temps de chacun, et ce n'est pas simplement une solution rapide. Cela offre un succès à long terme. Alors, qu'attendez-vous? Utilisez mon lien dans la description ci-dessous pour bénéficier de 15% de réduction sur votre abonnement dès aujourd'hui. L'histoire que j'ai à vous raconter aujourd'hui concerne une petite fille de 2 ans qui était absolument adorée par sa mère. Malheureusement, c'était loin d'être le cas pour sa belle-mère. Ceci est l'histoire de Lily Furno Wolfenbarger. Lily Lynette Furno Wolfenbarger est née dans le Michigan le 14 mai 2008 de sa mère Lauren Furno et de son père Jeff Wolfenbarger. C'était une fillette joyeuse qui aimait chanter et danser sur sa musique favorite. Elle adorait le film Toy Story et la série Glee. Lily aimait aussi sa famille, surtout sa maman. Les parents de Lily, Lauren et Jeff, n'avaient jamais été mariés. Ils se sont rencontrés dans un terrain de camping à l'été 2007 et leur relation n'a duré que quelques mois, pendant lesquels Lily a été conçue. Selon Lauren, Jeff était charmant. Il disait tout ce qu'il fallait et elle le croyait. En juillet 2008, alors que Lily n'avait que quelques mois, ses parents ont eu leur première audience relative à la garde. À ce moment-là, son père, Jeff, s'était marié avec une femme nommée Renee King, qu'il connaissait depuis le lycée. Renee avait aussi 3 enfants à elle. Le juge chargé de l'affaire de garde des parents s'appelait le juge Michael Higgins, et il était déterminé à statuer en faveur d'un accord de garde partagé. Il a clairement fait comprendre qu'il n'était pas du côté des mères célibataires, comme Lauren. Lors de l'audience, le juge Higgins a dit à Lauren qu'elle était obsédée par sa fille nouveau-née, l'a critiquée pour avoir appelé aussi souvent la maison de Jeff, s'est opposée à sa demande de garde exclusive et lui a suggéré d'abandonner l'université, pour qu'elle travaille dans un endroit comme un McDonald's pour subvenir aux besoins de Lily. Et cela malgré le fait que Lauren n'avait plus qu'environ 1 an d'études à faire et qu'elle a affirmé que les finances n'avaient jamais été un problème pour élever sa fille. La juge Higgins dit à la mère de Lily « Vous auriez dû adopter un bébé sans père, c'est ce que vous auriez dû faire. Vous avez eu un bébé avec cet homme et maintenant vous êtes dévastée. Je suis désolée, mais tant pis, il va falloir vous y habituer. » Donc, au final, Lauren et Jeff ont obtenu un accord de garde partagé pour Lily. Et cela, malgré le fait que des experts au tribunal aient déclaré que le fait d'être ballotté aussi fréquemment entre ses parents pourrait nuire au développement de la petite fille. Jeff et Lauren vivaient à environ 1 heure l'un de l'autre, et bien souvent, lorsque Lily était avec son père, il devait aller travailler, alors il laissait la petite fille avec sa nouvelle épouse, Renee, et ses frères et sœurs par alliance. Peu de temps avant que Lily n'ait 2 ans, en avril 2010, Lauren et ses parents, Frédéric et Lynette Furno, ont commencé à soupçonner que la petite fille était maltraitée lorsqu'elle était chez son père. Les grands-parents de Lily ont remarqué des marques inhabituelles sur son cou qui ressemblaient à des brûlures de cigarettes. Ils savaient aussi que Jeff et Renee étaient tous les 2 fumeurs. Lorsque Lauren a ensuite confronté Jeff au sujet des blessures, il a affirmé qu'elles étaient dues à des braises qui seraient sorties de la cheminée et seraient tombées sur Lily, ce qui semble être une histoire incroyablement improbable. Lily a aussi commencé à revenir de chez son père avec des bosses et des bleus sur le corps. Mais Jeff disait seulement que la petite fille était maladroite ou jouait trop brutalement avec les autres enfants. Une fois, Lily est retournée chez sa mère avec un œil au beurre noir. Et lorsque Lauren a demandé à Jeff ce qui s'était passé, il a dit qu'elle était dans la salle de bain avec sa belle-mère Renee quand elle est tombée
et s'est cogné l'œil contre un coin de quelque chose. En plus de tout cela, Lily a commencé à pleurer avant d'aller chez son père. Elle disait à sa mère qu'elle ne voulait pas voir son père ni René. Extrêmement inquiète pour le bien-être de sa fille, Lorraine a commencé à prendre des photos des blessures de Lily et les a montrées à son avocate. Il a dit à la mère que, puisque le juge avait été si impoli avec elle pendant l'audience de garde, si elle lui montrait ces photos, il risquait de lui retirer complètement la garde. L'avocate semblait apparemment penser que l'œil au beurre noir et les ecchymoses de Lily n'étaient pas suffisants pour être considérés comme des preuves, puisque personne ne pouvait dire avec certitude qui causait les blessures sur le corps de la petite fille. Lorraine se sentait impuissante. Elle ne voulait pas risquer de perdre complètement la garde de sa fille et elle ne savait pas quoi faire. Elle avait aussi le pressentiment que c'était la belle-mère de Lily, Renée, qui faisait du mal à la petite fille. C'est parce que Lily rentrait à la maison avec des bleus sur le corps après avoir passé du temps avec Jeff et Renée, mais pas après avoir passé du temps avec la famille de Jeff. Début novembre 2010, les parents de Jeff ont ramené Lily chez Lorraine après qu'elle ait passé du temps chez son père. Elle avait encore un œil au beurre noir et on a dit à Lorraine que pendant que Renée était au magasin Sprint avec les enfants, la hanche de la belle-mère avait lâché et elle était tombée sur Lily. C'est la même histoire que la petite fille a racontée à sa mère aussi. Renée était allée chez le médecin en mars 2010 et on lui avait diagnostiqué une protrusion discale dans le dos. On lui a alors prescrit des antalgiques assez puissants, mais elle a rapidement commencé à abuser de ces médicaments. Donc, la plupart du temps où elle s'occupait de Lily et de ses autres enfants, elle était sous l'emprise d'opiacés. Comme Jeff était rarement à la maison pendant que Lily était sous leur garde, il semblait que Renée devenait de plus en plus rancunière d'avoir à s'occuper d'un enfant qui n'était pas le sien. Puis, le 6 octobre 2010, Jeff et Renée se sont séparés. 2 jours plus tard, Renée a déposé une demande d'ordonnance de protection contre Jeff. Et quelques jours plus tard, Jeff a demandé le divorce. Mais le couple s'est réconcilié peu de temps après et ils sont finalement restés ensemble. Il semblait que la vie de Renée s'effondrait. Non seulement son mariage s'effondrait, mais à l'insu de Lorraine, la propre mère de Renée avait pris ses 3 enfants, craignant qu'elle ne puisse pas s'en occuper correctement. Le 28 octobre, Renée avait un rendez-vous chez le médecin et elle a informé son médecin qu'elle se sentait très fatiguée et stressée. Elle a également affirmé qu'elle tombait souvent et que sa jambe droite avait cédé. Quelques semaines plus tard, le 12 novembre, elle s'est rendue aux urgences, se plaignant de ses chutes et de douleurs au dos. Le 18 novembre 2010, Lily est rentrée chez Lorraine et ses flancs, ses bras et son dos étaient tous couverts de bleu. Sa belle-mère Renée a affirmé que ses blessures étaient dues aux chutes de Lily. Lorraine lui a dit qu'elle allait emmener la petite chez le médecin et qu'elle voulait aussi discuter de leur arrangement de garde, car cela ne semblait pas fonctionner. Renée a accepté et a dit qu'elle aimait Lily comme si c'était sa propre fille, donc elle voulait faire tout ce qu'elle pouvait pour que les choses s'améliorent. Le lendemain, Lorraine a appelé le pédiatre pour faire examiner les blessures de Lily avant qu'elle ne retourne chez son père le jour suivant. Mais malheureusement, le cabinet du médecin était fermé, alors Lorraine s'est promis qu'elle emmènerait Lily chez le médecin dès lundi matin, quand elle reviendrait de chez son père. Quelques jours plus tard, le matin du 20 novembre, Lily s'est assise pour prendre des Lucky Charms au petit-déjeuner avec son grand-père. Lorraine lui a dit que, quand elle aurait fini, elle devait s'habiller pour aller chez son père. Lily a regardé sa mère les larmes aux yeux et lui a demandé « Pourquoi, maman ?» Lorraine pouvait seulement dire à sa fille qu'elle était désolée et lui tenir la main tout le trajet jusqu'à la maison de Jeff pendant qu'elle pleurait. Dès que Lily a vu son père, elle a de nouveau fondu en larmes et s'est accrochée à sa mère. Lorraine avait le cœur brisé, mais elle ne pouvait rien faire. Une fois qu'elle eut déposé sa fille chez Jeff, Lorraine essaya de se changer les idées et se rendit dans un Walmart à proximité pour commencer les achats de Noël de Lily. Peu de temps après avoir récupéré sa fille chez Lorraine, Jeff est parti travailler, laissant Lily seule avec sa belle-mère. Car il faut garder à l'esprit que les 3 autres enfants de Renée lui avaient été retirés. C'était seulement quelques heures plus tard, vers 15 heures, que Lorraine a reçu un appel de Jeff, lui disant de se rendre à l'hôpital immédiatement. Il a dit que Renée était tombée sur Lily dans la douche. Lorraine lui a demandé si Lily allait bien, mais Jeff lui a répondu qu'il ne savait pas. Elle devait juste s'y rendre immédiatement.
Au début, Lorraine pensait que Lily avait probablement une fracture d'un membre. Cependant, une fois que la mère est arrivée aux urgences, elle a été accueillie par Jeff, qui lui a dit que leur fille n'allait pas bien. En fait, elle était décédée. À ce moment-là, le monde de Lorraine s'est effondré autour d'elle. Lily avait été laissée seule avec sa belle-mère Renée à 9h45 ce matin-là, lorsque Jeff est parti travailler. Vers midi, Renée a parlé à Jeff au téléphone et lui a dit que Lily faisait une crise de colère. La belle-mère avait également un taux élevé d'analgésique dans son organisme à ce moment-là. Puis, peu après 14h, Renée a appelé le 911 pour dire que Lily ne respirait plus. Les premiers intervenants sont arrivés peu après au mobile home, situé sur Apple Blossom Court, dans la communauté de maisons mobiles Meadow Creek, et ils ont trouvé la fillette de 2 ans inconsciente sur le sol. Elle a été immédiatement transportée à l'hôpital, mais a été déclarée morte à son arrivée à 15h27 le 28 novembre 2010. Lorsque Renée a parlé aux autorités, elle leur a dit qu'elle était sous la douche avec Lily lorsqu'elle l'a laissée tomber et est tombée sur elle. Quand elle est sortie de la douche et qu'elle est allée chercher son téléphone pour appeler à l'aide, elle portait Lily et l'a de nouveau laissée tomber. Mais Lily avait plus de 20 blessures à la tête, dont 5 étaient traumatiques et auraient pu causer sa mort. Il a également été constaté qu'un objet avait été utilisé pour violer brutalement la fillette. Il était évident qu'elle avait été tuée intentionnellement. Renée a été arrêtée et accusée du meurtre de Lily. Elle s'est vue refuser la liberté sous caution. La belle-mère avait donné des déclarations incohérentes à la police, et il semblait qu'elle avait nettoyé la scène avant d'appeler le 911. On pensait que Renée était entrée dans une rage lorsque Lily a commencé à faire une crise de colère et s'est fait dessus. Alors, elle avait frappé la tête de la petite fille contre le sol au moins 20 fois et l'avait agressée sexuellement de façon brutale. Cependant, Renée affirmait toujours qu'elle n'avait rien fait de mal et elle a eu l'audace de se présenter en larmes devant un juge pour demander à être libérée afin d'assister aux funérailles de Lily. Cela a bien sûr été refusé. Le père de Lily, Jeff, continuait toujours à défendre sa femme même après son arrestation. Il a déclaré qu'il croyait à sa version des faits, selon laquelle elle était simplement tombée sur sa fille. Il a affirmé que sa femme avait été hystérique en voyant que la petite fille était blessée et qu'elle lui avait même aspergé le visage d'eau dans une tentative de la ranimer. Il a également dit « Je sais que Renée ne ferait jamais de mal à aucun de ses enfants ». Cependant, l'opinion de Jeff a changé par la suite et il a fini par demander le divorce de Renée, disant qu'elle était désormais morte pour lui. Le père de Lily, Jeff, n'a jamais été inculpé ni poursuivi en lien avec ses mauvais traitements ou sa mort. Mais il devait bien savoir que quelque chose se passait et il n'est jamais intervenu pour aider Lily. Lorraine, la mère de Lily, regrette d'avoir écouté son avocate qui lui avait conseillé de ne pas retourner devant le juge. Au lieu de cela, elle aurait dû se battre pour sa fille, peu importe le résultat. Les gens étaient indignés par la mort de Lily et ils étaient aussi sous le choc et incrédules face à la façon dont la juge Higgins avait traité sa mère. Alors, ils ont commencé à manifester devant le palais de justice du comté de Lapierre, demandant à la juge de démissionner. En janvier 2011, Lorraine a également déposé une plainte auprès de la commission de l'État chargée de la discipline des juges. Elle a affirmé que la juge Higgins avait ignoré la loi sur la garde des enfants en accordant un droit de visite à domicile au père du nourrisson. 4 mois plus tard, cependant, la commission a statué qu'il n'y avait aucune raison d'engager une procédure disciplinaire formelle. Renée a été jugée en février 2012 et sa défense a tenté de dire qu'elle avait aimé Lily comme si c'était son propre enfant et qu'il n'y avait que 2 blessures à la tête de la fillette qui avaient été causées par des chutes accidentelles. Le jury n'y a cependant pas cru et il n'a délibéré que 2 heures avant de rendre un verdict de culpabilité. La condamnation de Renée impliquait une peine de prison à vie sans libération conditionnelle. Elle a tenté de faire appel, mais cela l'a été refusé. Aujourd'hui, King a été condamné à la prison à vie sans libération conditionnelle, mais seulement après le témoignage de son ex-mari, le père de Lily. Ces actes égoïstes du 20 novembre 2010 sont impensables, troublants et pour dire le moins, malsains. Renée King a choisi de se taire lors du prononcé de la peine, mais son avocate a affirmé au tribunal que King maintient son innocence.
Le père de Lily dit qu'il ne ressent que de la tristesse pour la perte de sa fille et de la colère et de la haine envers René King. Votre honneur, j'ai laissé Lily en décider. Et je vous ai demandé de ne pas avoir de remords pour René King lorsque vous l'avez condamnée, puisqu'elle n'a eu aucun remords pour avoir assassiné ma fille. La mère de Lily, Lauren, s'est aussi exprimée au tribunal. Aujourd'hui, cela fait 1 an, 4 mois et 21 jours que j'ai tenu ma fille dans mes bras pour la dernière fois. Ce matin-là, je lui ai fait tant de promesses. Je lui ai promis qu'on irait à Splash Village quand il y aurait de la neige au sol. Je lui ai promis que Barney viendrait pour ses 3 ans. La promesse à laquelle je tenais le plus était qu'elle n'aurait plus à aller chez vous un jour. Elle a également adressé quelques mots à René et lui a dit « Puisque je ne verrai jamais le premier jour d'école de Lily, son premier rendez-vous, son premier bal, sa remise de diplôme, son mariage, ses enfants, toi non plus tu ne les verras pas. Un jour j'aurai d'autres enfants et pourrai cacher des œufs de Pâques. Je pourrai marier ma fille et mon fils et les habiller pour leur mariage. Je pourrai faire tout ça, et pas toi. Ce jour-là, tu as décidé de m'enlever tout ce qui faisait mon monde. Alors, quand tu t'assois devant une caméra après que Lily ait été tuée, en demandant si tu pouvais aller aux funérailles et en pleurant parce que la prison était trop dure, attends un peu René, tu as toute une vie de prison devant toi. Amuse-toi bien. La prison à vie, c'est trop facile pour toi. Tu as pris la vie de ma fille et maintenant, c'est la justice qui va prendre la tienne. Lauren a aussi fini par poursuivre en justice le père de Lily, Jeff, affirmant qu'il était également responsable de la mort de Lily et qu'il avait failli à son devoir légal de parent en laissant Lily sous la garde de René alors qu'il savait qu'elle était violente et avait un problème de drogue. La plainte affirmait également que Jeff se procurait régulièrement ces stupéfiants pour sa femme. En 2014, un juge du comté de Macomb a rendu un jugement par défaut de 10 millions de dollars en faveur de Lauren. Après la mort de Lily, sa mère et ses grands-parents ont réalisé combien d'autres enfants et familles traversaient ce qu'ils avaient vécu. Et ils ont aidé à recueillir plus de 35 000 dollars qui ont permis d'aider des enfants également en difficulté. Les funérailles de Lily ont eu lieu le 24 novembre 2010 à l'église catholique de l'Immaculée Conception. Elle a ensuite été enterrée au cimetière Mount Pleasant à Oxford. Merci d'avoir écouté l'histoire de Lily aujourd'hui. Je suis contente que sa belle-mère Renée ait été condamnée à la prison à vie sans libération conditionnelle. Mais je suis aussi très déçue que son père n'ait reçu aucune punition, quelle qu'elle soit. Même s'il était souvent au travail, il vivait quand même dans cette maison. Et si Lauren et ses parents remarquaient des blessures sur le corps de Lily, alors ils devaient les avoir remarquées aussi. Qu'est-ce que tu en penses ? Si tu aimes les histoires criminelles et que tu veux m'entendre les raconter, n'oublie pas de cliquer sur le bouton « S'abonner » ci-dessous. Et active aussi les notifications, comme ça tu sauras quand je publie une nouvelle vidéo, ce qui arrive au moins 2 fois par semaine. Merci d'avoir regardé A Wicked World. À la prochaine, prends soin de toi. Salut! Merci à tous les mécènes d'A Wicked World. Maintenant, il y a encore plus de contenu d'un monde maléfique sur Patreon. Alors va jeter un œil sur patreon.com/awickedworld ou utilise l'application Patreon. Tu auras accès chaque mois à des vidéos exclusives et plus encore. Tout soutien aide vraiment à s'assurer que les victimes ne soient jamais oubliées et à mettre en lumière les failles de la société liées à chaque affaire. As-tu une suggestion d'histoire que tu aimerais que je traite ? Si oui, envoie-moi un email à awickedworldtruecrime@gmail.com.